Dans cette série de 5 vidéos, on va parler des principaux défis qui se posent en agriculture et notamment la gestion des maladies. La deuxième vidéo sera à propos de la gestion des adventices. La troisième portera sur la gestion des ravageurs. La quatrième sur les prairies temporaires à base de légumineuses qui jouent un rôle particulièrement important en agriculture bio et en agriculture bio de conservation. La dernière porte sur les couverts annuels et permanents. En fait, ces vidéos ont été présentées dans le cadre d'une formation sur l'agriculture bio de conservation, mais elles concernent en fait tous les systèmes, depuis le conventionnel, l'agriculture de conservation, l'agriculture raisonnée ou l'agriculture biologique. On passe au chapitre sur la gestion des adventices. Je rappelle ce qu'on a vu au début, que les principaux défis à gérer en culture sont la gestion des adventices, des ravageurs, des maladies. On a parlé déjà des maladies il y a un instant. La séquestration de carbone, la restauration de la vie du sol, la nutrition des plantes. Bon. Alors quelques notions de base quand même, parce qu'on part toujours de la biologie. Hein. On a dit qu'on construit une agriculture basée sur la biologie et pas sur la chimie. Dans les cultures, on a des adventices. On peut avoir des adventices, vous l'avez remarqué. Et ces adventices peuvent produire des graines. Ça, on appelle la pluie de graines. C'est la quantité de graines qui tombe sur le sol. Et cette pluie de graines alimente ce qu'on appelle une banque de graines ou un stock semencier. Et c'est un peu ça qu'il faut essayer d'épuiser, en fait. Il faut en avoir le moins possible de ces graines dans la banque de graines. Il y en a beaucoup. Hein. On a fait des comptages. Il peut y avoir plus de 100 000 graines par mètre carré, 500 000 graines au mètre carré, par exemple, ce qui est plutôt un maximum. Multiplier ça par 10 000 pour avoir des hectares, ça fait un paquet de graines, quoi. Alors qu'en céréales, on sème 300, 350 graines, par exemple, enfin, c'est un ordre de grandeur au mètre carré. Ici, on peut en avoir plus de 100 000. La plupart de ces graines sont en dormance, parce que quand une graine ne germe pas immédiatement, elle rentre en dormance pour se protéger et elle attend que les conditions soient favorables pour germer. Et il y a 3 classes de longévité de semences, en tout cas certains auteurs l'ont décrit comme ça. Il y a des graines qui vivent très peu de temps, typiquement les graminées. Et donc ça c'est chouette parce que ça s'applique aux raigras sauvages et aux vulpins. Le vulpin a des graines qui vivent un tout petit peu plus longtemps, mais les raigras, les semences de raigras, ça vit 1 an ou 2, quoi. Après, elles sont mortes. Plus vous avez des graines persistantes à court terme et puis des graines persistantes à long terme, avec typiquement les rumex, les kénopodes, qui peuvent vivre des dizaines d'années dans un sol, parfois des siècles. La betterave, qui est une plante assez proche des rumex quand même, j'ai vu des parcelles comme ça, une parcelle de culture qui avait été mise en prairie permanente pendant 60 ans, on la laboure et il y a une levée massive de betteraves sauvages. Ces graines sont restées vivantes 60 ans dans le sol. On aurait retrouvé un kénopode blanc dans une pyramide d'Égypte qui aurait vécu plus de 2000 ans. Enfin, voilà. Il y a des graines qui vivent très très longtemps, surtout les chénopodiacées, les polygonacées. Donc ces plantes se gèrent de façon différente. Alors, la persistance, je l'ai dit, les graminées ne vivent pas longtemps, les kénopodes très longtemps. Les graines petites et de faible poids persistent plus que les grosses graines. C'est aussi une règle quasi générale. L'épaisseur de l'enveloppe, par exemple, le rumex, la semence de rumex est entourée de liège. Voilà typiquement une plante qui vit très longtemps parce qu'elle a une grosse enveloppe. C'est aussi le cas des légumineuses. Et les graines riches en lipides, par contre, ne vivent pas longtemps, notamment les graines de moutarde, de colza, etc. Parce que ces lipides
s'oxydent. Donc sans apport nouveau, le stock semencier diminue d'année en année et de façon assez rapide, de façon exponentielle. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est en notre faveur. Ce taux de disparition varie selon les espèces, mais dans environ 30 à 50% par an, ce qui est quand même pas rien. 30 à 50% des graines produites une année ne sont plus là l'année d'après, ne germent plus, sont mortes ou ont disparu. Et si on prend un taux de diminution de 40%, un taux de diminution moyen, après un an, il y a plus que 60% du stock initial. Donc. Après 2 ans, plus que 36%. Après 3 ans, plus que 22%. C'est ce qui se passe dans une prairie temporaire de 3 ans, où les plantes annuelles liées aux grandes cultures n'ont plus l'occasion de se développer, de produire des semences. Eh bien, leur stock est réduit de 80%. Et ça illustre bien l'intérêt des prairies temporaires. Donc il y a moyen quand même de réduire cette banque de graines. Et puis les graines qui sont produites pendant une année font l'objet d'une prédation importante, surtout si on ne laboure pas tout de suite après la moisson, ce qui est le cas en ABC. Les carabes mangent beaucoup de graines. Les oiseaux, les alouettes, on a mesuré les quantités que des alouettes mangent en hiver par hectare, c'est considérable. Donc peu d'entre elles survivent déjà. Et quand les adventistes n'ont plus ou peu l'occasion de produire de nouvelles graines, les graines en dormance finissent par mourir. Et la banque de graines des 3 premiers centimètres se vide. Ce qui est impossible sur 30 cm parce que quand on laboure, on ramène toujours des graines viables en surface. Et on ne parvient jamais à épuiser la banque de graines parce que là, c'est 10 fois plus important que les 3 cm. Sur 3 cm, ça fonctionne. Bon, ça, j'avais vu depuis longtemps dans mon jardin. J'ai un assez grand jardin. Alors, de temps en temps, je fais des nouveaux îlots où je plante des buissons, des fleurs, etc. Alors, la première année, c'est bourré d'adventistes. Et chaque fois, je sarcle. Elles ne produisent plus de graines. La deuxième année, il n'y en a pratiquement plus. La troisième année, il n'y en a plus. Mais il faut évidemment éviter qu'elles reproduisent des graines. Et donc, il y a moyen, en travaillant superficiellement, dans mon jardin, je descends 1 cm, j'épuise complètement la banque de graines. Après, je couvre avec des plantes couvrantes, c'est un peu l'équivalent du biomax ou du trèfle blanc nain, et les plantes n'ont plus l'occasion de germer. Je leur dis, oui, mais en grande culture, ce n'est pas du jardinage, c'est moins précis, etc. Dans la deuxième ferme que j'ai gérée, je m'en mêle les adventistes, ce n'est pas les pinceaux. En fait, sur plusieurs années, il y avait une vingtaine de parcelles dans cette ferme. Donc si on multiplie le nombre d'années par le nombre de parcelles, ben, ça faisait des centaines de parcelles années, et j'en ai désherbé dans la culture 5%. C'est-à-dire que les adventistes dans la culture, c'était devenu exceptionnel. Et là, j'utilisais des grosses machines sur des grandes surfaces. Donc ça, c'est la démonstration qu'il y a moyen d'épuiser la banque de graines. La source de graines principale dans ces conditions-là vient des semences qu'on achète, parce que malheureusement, quand on achète des semences de plantes fourragères ou du froment, ben, il y a des graines de mauvaises herbes dedans. Et il faudrait quand même vérifier à chaque fois ce qu'on ne fait pas, on fait confiance. Bon, mais, à la limite, quand il y a des graines de mauvaises herbes, on devrait trier pour bien faire. Mais ça n'est plus la source de graines n'est plus les adventices qui ont poussé sur le champ. Alors, les graines qui sont en dormance, elles peuvent se réveiller. Elles se réveillent généralement elles se réveillent toujours suite à des stimuli. Très souvent, c'est un flash lumineux. C'est une microseconde de lumière suffit. Le cas typique, c'est le mouron des oiseaux. Vous le grattez et la graine redisparaît dans le sol, mais elle a été exposée une microseconde à la lumière, elle germe. Mais c'est le cas de beaucoup d'espèces. Mais le mouron des oiseaux, c'est vraiment la plante type pour ça. Parce que la plante ressent la lumière. Hein. Une graine est déjà un être vivant qui a une sensibilité et qui non seulement ressent la lumière, mais analyse la qualité de la lumière, elle sait à quelle profondeur elle est, elle sait quelles sont les espèces qui l'entourent, etc. Et elle choisit le moment pour germer. Et
de molécules ou atomes qui favorisent la germination, c'est le nitrate et le potassium. Bien sûr, le nitrate de potassium. Le nitrate favorise la germination de très nombreuses espèces de plantes, même à de faibles concentrations. Il agit comme un nutriment et un signal, donc il favorise la germination comme un flash lumineux. En fait. Et c'est ce qui fait que parfois, après du trèfle violet, on a des rumex parce que les racines et les feuilles de trèfle violet se minéralisent rapidement, relâchent des nitrates et ça fait germer du rumex. C'est assez connu que le rumex est favorisé par une culture de trèfle violet. Ça se passe beaucoup moins avec la luzerne qui a une biomasse beaucoup plus ligneuse. Voilà, alors l'effet du labour, ça détruit les adventices en surface, mais ça ramène constamment des graines en dormance, mais qui se réveillent rapidement et qui peuvent parfois germer massivement. Donc ça n'est pas une solution durable au contrôle des adventices. Alors il y a l'effet des faux semis qu'on utilise beaucoup en agriculture bio. Après la récolte, souvent tout l'été, on fait des faux semis pour épuiser la banque de graines. Ça a un impact très négatif sur la matière organique du sol, sur la vie du sol. Donc ça n'est déjà pas extraordinaire de ce point de vue. Mais il y a tellement de graines dans la banque de graines que, puisqu'on laboure encore normalement en bio, on n'épuise pas, on n'arrive jamais à épuiser la banque de graines puisqu'on en ramène toujours en surface. En ABC, il faut quand même passer régulièrement en été, ne fût-ce qu'une fois, avec soit une air-saqueur, soit un déchaumeur à disque qui passe très superficiellement, s'il y a des adventices après la moisson. Donc c'est à raisonner à chaque fois. Et je dirais qu'une fois sur deux, c'est nécessaire. Alors, voilà, la rotation des cultures est un moyen essentiel et bien connu depuis longtemps pour gérer les adventices. Les travaux superficiels du sol entre deux cultures sont importants aussi, on vient de le dire. Et puis il y a le désherbage des cultures qui peut être utile dans certains cas, mais il faudrait arriver à ne plus avoir d'adventices. Alors il y a trois principes de base que j'ai définis comme voilà, ça permet de guider, de raisonner les choses. Le premier principe de base du contrôle des adventices, c'est que ce sont des plantes qui contrôlent d'autres plantes. Ça correspond à cette autre phrase que en agroécologie, il faut moins de ferraille et plus de végétal. Ce sont des plantes qui contrôlent d'autres plantes, c'est-à-dire les cultures principales et les couverts qui contrôlent les adventices. Et dans les cultures principales, il y a aussi les prairies temporaires. Deuxième principe, c'est qu'on peut épuiser la banque de graines sur 3 cm de profondeur, mais pas sur 30. On vient d'en parler, et ça j'en suis convaincu. Et tout travail du sol lève la dormance de graines d'adventices et stimule leur germination. Et c'est pour ça qu'en bio classique, dès qu'on commence à passer la RC-tri au printemps, on stimule les germinations, et puis on doit repasser une deuxième fois, puis une troisième fois, puis éventuellement une quatrième fois. Donc il faut un minimum de travail du sol. Et c'est beaucoup de travail aussi, tout ça. Alors, premier principe, des plantes peuvent contrôler d'autres plantes. Ça veut dire que les sols doivent être couverts au maximum pour empêcher des germinations d'adventices. Si le sol est couvert, la lumière n'arrive pas au sol et la graine qui est en dormance se dit « bon, moi je ne vais pas germer, je n'ai pas ma chance, là, donc je ne germe pas ». Et il faut respecter des ratios de cultures nettoyantes dans la rotation des cultures. Et ça, je vais vous présenter ces ratios. Ces ratios, il faut les interpréter comme des garde-fous qui vous permettent, si vous les respectez, de ne pas avoir de gros problèmes. Et si on ne peut pas les respecter, il y a des moyens de rattrapage. Donc c'est quelque chose de souple quand même. Ça, on va le voir. Alors, deuxième principe, on peut épuiser la banque de graines. Ça veut dire que la profondeur des travaux du sol doit être réduite au minimum. Et tout travail du sol lève la dormance. Ça veut dire que la fréquence des travaux du sol doit être limitée au maximum.
Alors voilà ici une comparaison qui a été faite par le Centre de recherche sur la bio au Royaume-Uni. C'est un centre de recherche important en Europe qui est situé dans le sud de l'Angleterre, et qui ont comparé différents moyens pour contrôler le vulpin, qui est quand même un gros problème, un des principaux problèmes, aussi bien en conventionnel qu'en ACS ou en bio. Mais le labour contrôle ces vulpins à 69%. Le semis d'automne retardé, puisque, en tout cas autrefois, le vulpin germait surtout en octobre et en novembre, jamais au printemps, et en décembre non plus. Donc en bio, c'est souvent la stratégie de semer le plus tard possible pour être en dehors de la période optimale de germination du vulpin. Des cultures compétitives, donc densité de semis plus élevée, des espèces et variétés de cultures compétitives, ça, dans cet essai-là, ça contrôlait de 22 à 26% des vulpins. Culture de printemps, très efficace, 88% de contrôle, mais malheureusement, le vulpin est une plante très plastique qui devient de plus en plus résistante aux pesticides, aux herbicides, mais qui a tendance à germer maintenant un peu toute l'année, y compris au printemps. Donc les cultures de printemps sont moins efficaces qu'avant. Ça reste efficace, mais moins. Et puis la prairie temporaire, elle contrôle 70 à 80% du vulpin par réduction de la banque de graines. Voilà, c'est clair que, encore une fois, la prairie temporaire est le meilleur moyen pour contrôler les adventices. On peut développer un petit peu des idées à propos de ces prairies temporaires. Ça reste un des piliers des systèmes agroécologiques. Mais si on a des prairies temporaires, qui sont des mélanges de graminées et de légumineuses fourragères, c'est qu'on a des animaux pour les utiliser, sinon la surface est perdue. On a parlé tout à l'heure de la luzerne, on pourrait garder une petite surface de luzerne pour fertiliser des céréales ou d'autres cultures, mais c'est quand même une surface perdue, en quelque sorte. Tandis que si on a des animaux, on produit du lait et de la viande, ou un des deux. Mais on peut aussi vendre des prairies temporaires. Moi, je l'ai fait très souvent. En Flandre, on arrive simplement, on implante la prairie temporaire et on vend l'herbe sur pied à des agriculteurs voisins qui font les coupes, qui sèchent, qui récoltent, etc. Et ils payent en Flandre jusqu'à 1 500 € de l'hectare pour des frais nuls, on implante une prairie pour 3 ans, on a juste eu les frais d'implantation. C'est quand même fort intéressant. En Condro, c'est plutôt 800 à 1000. Alors, les prairies temporaires, elles ont une action vraiment très intéressante à de nombreux points de vue, parce que c'est le couvert qui restaure le plus vite la fertilité. Et dans une phase de transition, si vous avez des prairies temporaires, ne les gardez que 2 ans, et pas 3 ans par exemple, parce qu'il faut que la prairie temporaire passe le plus rapidement possible sur toutes les parcelles. Parce qu'elle injecte beaucoup de carbone dans le sol, donc elle restaure la fertilité du sol, elle fixe beaucoup d'azote, elle a une influence très favorable sur la vie du sol, notamment sur les vers de terre. Les populations de vers de terre, entre la première et la 3e année d'une prairie temporaire, ça augmente linéairement à 45 degrés. Chaque année, on a plus de vers de terre parce qu'on ne laboure pas, on ne les blesse pas, on ne les détruit pas. Et ils ont beaucoup de choses à manger. Fixation importante d'azote, contrôle les adventices pérennes, c'est vrai pour le chardon. La luzerne, le mélange luzerne-dactyle est extrêmement efficace pour éliminer le chardon. Ce n'est pas le gérer, c'est l'éliminer après 2 ou 3 ans. Alors que les herbicides le font se recroqueviller sur lui-même et les rhizomes restent vivants et l'année d'après ils remontent. Une prairie temporaire les détruit, et en particulier la luzerne. Chien dent, c'est en large mesure la même chose. Les rumex, non. Une prairie temporaire n'élimine pas les rumex, mais au moins si la prairie est coupée 3 à 4 fois par an, le rumex n'a pas l'occasion de produire des semences, ce qui est déjà bien. Pour le rumex, on peut faire des cures de rumex. Je vais vous parler de la cure de rumex. Oui. C'est une méthode qui a été développée par le FIBEL, qui est le centre de recherche bio suisse, mais qui maintenant est aussi implanté en Allemagne, en Suisse, et ils ont un siège à Bruxelles. Enfin, c'est devenu quelque chose de très important. Et les prairies temporaires contrôlent aussi les graminées annuelles. Et si on les garde 2 à 3 ans, la plupart des graines de graminées annuelles sont mortes. Donc ça vaut la peine. En ABC, on a 2 types de rotation possibles.
une rotation à base de prairies temporaires et de biomax ou un couvert permanent. Et on peut passer de l'une à l'autre. Alors, je vous donne quelques exemples de rotation adaptées à l'ABC. En ACS, on a plus de flexibilité, bien sûr, mais malgré tout, concevoir une rotation, même en ACS, c'est intéressant. Voilà ici une rotation très simple, 2 années de prairies temporaires, blé panifiable, suivi d'un biomax, puis d'un métail. En jaune, ce sont les légumineuses. Dans les prairies temporaires, il y a des légumineuses, dans le biomax aussi. Dans le métail, il y en a aussi, et on ressème la prairie temporaire, par exemple, dans le métail. C'est une rotation qui est très bien adaptée à une transition. Elle est simple, mais le blé panifiable aura beaucoup d'azote à sa disposition parce qu'il va utiliser l'azote qui reste dans le sol après une prairie temporaire à base de légumineux. Si on faisait 2 années de blé, typiquement, le deuxième blé a un rendement en ABC ou en bio de 50% inférieur au blé de la première année. Il n'y a déjà plus assez d'azote dans la phase de transition pour le deuxième blé. On peut apporter, évidemment, on peut acheter des engrais bio azotés, mais ça coûte très cher. On peut ajouter du fumier et un petit peu de fiente, mais malgré tout, le rendement va être inférieur. Donc, dans la phase de transition, il vaut mieux mettre un métail qui comprend une légumineuse et qui, lui, aura un bon rendement. Alors, c'est juste un exemple d'une rotation à base de prairie et de biomax. Ici, il n'y a qu'une année de biomax sur 4 ans. Et l'autre rotation, elle est plus simple. Bon, elle est illégale, mais on peut faire un blé panifiable sur trèfle blanc nain. La deuxième année, on peut théoriquement plus faire de blé panifiable, donc on peut faire un épeautre, puis de nouveau un blé panifiable, épeautre, etc. On peut faire ça pendant 4 ans, et probablement qu'au bout de 4 ans, il commencera à y avoir des rumex et des graminées annuelles. Donc il faudra détruire ce trèfle blanc nain et repasser à la rotation du dessus. Voilà quelques ratios. Il y en a 4 ou 5. Ici, je vous en présente 4. Il faut que la proportion de prairies temporaires soit proche de 50%, idéalement pas inférieure à 40% dans des systèmes d'ABC. Si on a ça, la vie est beaucoup plus facile. Si on n'a pas ça, je vous dirai comment on fait, mais voilà. Et si on n'a pas ça, on peut passer à cette rotation-ci. Cette rotation-ci, elle est applicable dans des fermes sans bétail. On n'a pas de prairie temporaire. Enfin, le trèfle blanc nain, c'est une sorte de prairie temporaire simplifiée qu'on injecte, dans laquelle on injecte des cultures. En fait, c'est ça. Puisque là, on a des prairies temporaires qui alternent avec des cultures annuelles. Donc, prairie temporaire, dans ce cas-ci, 2 ans sur 4, ça fait 50%. Des légumineuses chaque année en ABC. S'il y a des biomax dans la rotation, pour éviter les maladies des légumineuses, on peut avoir des légumineuses chaque année. Donc 100%, c'est l'objectif. Culture de printemps, ici, il n'y en a pas. Ce n'est pas indispensable d'avoir des cultures de printemps. Il faut surtout ne pas avoir trop de cultures de printemps. Il ne faut pas avoir plus de 50% de cultures de printemps. Et les biomax, dans ce cas-ci, il y en a 1 an sur 4 ans, ça fait 25% de la rotation. On est proche d'un optimum. Je donnerai les optimums tout à l'heure. Mais ici, vous voyez les 2 grands types de rotation, avec bétail, sans bétail. Mais même dans les fermes avec bétail, on peut aussi appliquer cette rotation ou cette culture à base de trèfle blanc. Alors voilà quelques autres mélanges. Le premier est le même. On peut avoir ici, ça c'est plutôt une rotation pour une ferme qui est plus avancée, puisqu'on garde la prairie 3 ans, puis on fait la même chose que l'autre, toujours dans des systèmes très simples. Mais ici, donc, on ne fait pas tourner la prairie aussi vite sur toutes les terres, puisqu'on la garde 3 ans, alors que là, on ne la garde que 2 ans, donc ça tourne plus vite. Alors, toujours dans la phase de transition, on peut faire 2 ans de prairie temporaire, un blé panifiable, 1 an de prairie temporaire, un blé panifiable, une févrole et un chanvre avec 2 fois du biomax. On va dire oui, mais ça coûte cher parce que je dois semer 2 fois une prairie, je dois la démonter 2 fois. Mais je vous ai dit tout à l'heure que si on fait, par exemple,
2 ans de prairie, puis blé et blé, le deuxième blé produit 2 fois moins que le premier, quoi. Donc finalement, on rentre dans ces frais même comme ça. Je ne dis pas que c'est une rotation idéale, mais c'est quelque chose qui peut s'envisager. Vous voyez qu'il y a toujours des légumineuses du jaune, donc tous les ans, sauf dans le chanvre, mais après on sème une prairie temporaire. Donc on va avoir, je vais vous montrer des exemples de rotation un peu plus sophistiquées, évidemment. Oui, ça, voilà, c'est celle qui est ici. Donc en vitesse de croisière, on peut faire 3 ans de prairie temporaire, blé, épeautre, ressemer une prairie temporaire. Donc ici, il n'y a pas de métail, parce que la fertilité du sol a été déjà un peu plus restaurée. Alors, on peut avoir aussi 3 ans de prairie temporaire, un blé, biomax, épeautre, biomax, sarrasin ou seigle. On termine par des plantes peu exigeantes, ou colza associé avec prairie temporaire dedans. En bio, il faut se méfier des repousses de colza. Et le mieux, c'est de mettre le colza en fin de rotation, parce qu'après, on a une prairie et les coupes éliminent le colza. Mais mettre le colza, par exemple, ici et l'épeautre là, c'est la cata. Bon, je dis bien en bio. Et spécialement en ABC. Donc c'est ce qu'on voit ici. Prairie temporaire, blé, biomax, métail, colza. Ou blé, épeautre, colza, ou blé, épeautre, métail. Tout ça, ce sont des rotations en vitesse de croisière. Et là, on arrive à 6 ans de rotation. Et ça reste toujours très simple. Mais ça fonctionne. J'ai toujours beaucoup de respect pour les choses qui fonctionnent. Alors, ici, on arrive avec des cultures de printemps. Et beaucoup d'entre vous ont certainement des cultures de printemps. 3 ans de prairie temporaire. Puis, par exemple, enfin, c'est même, oui, même pas un exemple, mais un beau biomax après la prairie temporaire pour affiner le sol avant la pomme de terre. Donc, c'est vraiment le biomax qui travaille la terre. Il y a quand même un travail minimum du sol à faire, évidemment, pour la pomme de terre. Puis, on peut avoir un biomax, ou en tout cas un engrais vert très simple, tout dépend de la date de récolte de la pomme de terre. Puis orge de brasserie au printemps, biomax, métail. Et alors on a 2 rotations avec du maïs. On peut avoir un semis de biomax, donc on démonte toujours la prairie temporaire en début août, on se donne tout le mois d'août en ABC pour la démonter avec une fraise, quoi. Et puis après, dès qu'on peut, on sème ici un biomax non gélif. Jusqu'à présent, quand on parlait de biomax, c'était toujours gélif. Biomax non gélif, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est du seigle, c'est de la vesse, c'est de l'avoine d'hiver. Okay. Et on peut mettre aussi un peu de colza fourragé dedans. Et ça, on peut l'écraser. Si on a un semoir de semis direct, on l'écrase et puis on sème le maïs dedans. Il faut retarder le semis d'au moins 15 jours pour que le sol se réchauffe suffisamment. Parce que quand on ne laboure pas, qu'on ne travaille pas le sol se réchauffe moins vite. Sinon, il y a une solution qui est meilleure, surtout dans les fermes d'élevage, c'est pas de semer un biomax, mais un métail qu'on ensile avant le maïs grain. Et on peut semer en direct le maïs grain si la terre est propre. Et puis dans les 2 cas, on met un blé d'hiver, un biomax et puis un métail, par exemple. Mais ici, on a une coupe de fourrage en plus par rapport à cette solution-là. On peut faire du semis direct, mais si on pense que le sol est trop froid, avoir un léger travail de sol, mais à ce moment-là, on stimule la germination d'adventices et après on est parti dans le désherbage, etc. Donc ici, c'est un système où on ne désherbe pas, en principe. Dans les 2 cas. Certainement dans le cas où on écrase le biomax et on sème dedans, parce qu'on a un mulch comme ça et les adventices ne passent pas. Ici, une proposition d'amélioration de la culture de pommes de terre par rapport aux techniques conventionnelles où on fraise tout, on éclate le sol, etc. En nous, on fissure. Oui, ça je ne vous l'ai pas encore dit, mais surtout dans la phase de transition,
il faut quasiment fissurer à chaque fois, chaque année, et on fissure avant le biomax et pas avant la culture principale d'automne, de façon à ce que le biomax profite de la fissuration, que les racines du biomax rentrent dans les fissures, ce qui évite la migration de particules fines aussi dans les fissures. Et ça permet d'avoir un beau biomax. Quand on a un beau biomax, on a une belle culture qui suit. On fertilise aussi le biomax. Et alors au printemps suivant, ce biomax qui a gelé, ben, il s'est sali avec des repousses, des adventices. Et au mois de février-mars, puisque jusqu'à présent on a encore des vents froids du nord-est en février-mars, ce n'est pas encore le cas cette année, mais enfin, depuis au moins 10 ou 20 ans, on a toujours eu au moins une semaine où on avait un vent du nord-est, où avec une herse à cœur, on peut scalper les plantes et elles sèchent exposées au vent. Donc ceci, c'est plutôt un exemple en bio, en ABC. Au mois de mai, un premier passage à dents, éventuellement un deuxième, et puis passage d'une planteuse ou d'une rotative planteuse. Et donc ces passages servent surtout à réchauffer le sol, un peu à l'ameublir, mais ça, comme tu l'as dit, c'est le biomax qui doit faire déjà l'essentiel du boulot. Puis un passage qui continue à ameublir, mais qui réchauffe aussi. Pourtant qu'on y est dans les rotations, parlons aussi un peu de l'azote. Voilà, ça c'est une rotation que j'avais mentionnée tout à l'heure, 2 ans de prairie temporaire, un blé, 1 an de prairie temporaire, un deuxième blé, une févrole, un chanvre, par exemple. Et on voit, c'est qualitatif, l'évolution de la disponibilité d'azote. Bon, ben, elle augmente dans la prairie temporaire à base de légumineuses, puis elle descend pour le blé, puis il y a de nouveau une remontée à la prairie temporaire, puis ça redescend, puis la févrole fixe de nouveau de l'azote, etc. C'est ce qu'on doit essayer d'avoir un peu en bio et en ABC, une fluctuation, mais relativement stable, de la disponibilité d'azote. Donc c'est la même rotation avec 2 années de prairie temporaire. Ici on met luzerne dactyle, ici épeautre, blé ou triticale. Ce mythe de cette prairie temporaire mais très simple, qui peut être dactyle trèfle ou du trèfle incarnat. Puis épeautre, blé, triticale, biomax, puis févrole et puis chanvre. Donc c'est la même avec des apports plus ou moins importants de fumier à certains moments. Et on peut exprimer la rotation comme ça, toujours cette même rotation de 7 ans, avec ces critères. Culture pérenne, ben c'est les prairies temporaires, hein, c'est les P, ici et là. Les autres sont des cultures annuelles, et c'est bien d'avoir cette alternance. Culture annuelle d'hiver et de printemps. Voilà, il y a une culture de printemps au bout. Mélange de légumineuses, ici c'est en vert, et de non-légumineuses en brun. Il y a des légumineuses tout le temps. Et il y a même une culture de légumineuses ici. Voilà. Et donc les couverts à base de légumineuses, là il y en a 2 ans sur 7, sont les biomax. Et avec les ratios, 43% de prairies temporaires dans cette rotation de 7 ans. 100% de légumineuses, biomax 30% et culture de printemps 25%. Au niveau des ratios, ce sont des ratios quasiment optimaux pour tous les critères. Donc entre 40 et 50% de prairies temporaires, 100% de légumineuses, toujours en bio. Biomax de l'ordre de 30%, ça suffit. Plus il y en a, mieux c'est. Et culture de printemps, 25%, certainement pas trop, quoi. Mais il ne faut pas dépasser 50% pour ne pas détruire les sols. Ici, c'est l'autre rotation qu'on avait vue, avec 3 années de prairies temporaires, puis 2 blés, un métail et un chanvre. Et là, on a les mêmes ratios pour la prairie temporaire, c'est toujours 3 ans sur 7, 100% de légumineuses, mais il y a 43% de biomax, parce qu'il y a moyen de mettre 3 biomax au lieu de 2 ici. Un biomax après le premier blé, après l'épeautre et après le métail. Et culture de printemps, c'est toujours 25%. Donc ce sont des petits indicateurs qui permettent
caractériser les choses et de raisonner surtout. Donc mes ratios que j'ai mis près de 10 ans à établir maintenant, c'est depuis l'année passée seulement que j'ai résumé. Ça, c'est basé surtout sur l'expérience, hein, c'est pas basé sur des expériences scientifiques, ce serait impossible à faire d'ailleurs. Mais c'est en tâtonnant que j'ai pu définir ces choses. Donc, en ABC, il faut minimum 40 à 50%. Avant-hier, je donnais une formation en ligne à des agriculteurs qui disaient « Oui, mais si on a 100% de prairies temporaires, ça va aussi ?» Ben oui, évidemment, mais c'est beaucoup plus facile. Mais il faut au minimum 40%. Mais, parce qu'il y a de la souplesse, évidemment, si ce ratio est inférieur, ben il faut des cultures de légumineuses à graines et plus de biomasse. Et donc ça compense au niveau azote, mais si les prairies temporaires tombent à 0, on a en ABC des problèmes de gestion des adventices. Ou alors, si on n'a pas du tout de prairies temporaires, il y a la solution des couverts permanents à trèfle blanc nain, ben ils ont été conçus pour ça. Légumineuses 100% bio, à condition d'avoir des biomax, au moins 30 à 40% de la rotation totale. Et les cultures de printemps, il n'y a pas de ratio, mais éviter d'en avoir plus de 50%, et surtout les cultures qui perturbent considérablement le sol, quoi. Si on a beaucoup de pommes de terre, de betteraves et d'autres cultures, racines, ben, ça a un impact évidemment important sur la vie du sol. Donc ça, si en bio et en ABC vous écartez de ça, et c'est à ça que servent ces ratios, ce sont des garde-fous. Ce sont des garde-fous. Vous écartez de ça, ben, c'est possible, mais vous allez commencer à avoir des problèmes. Et donc, voilà, ce qu'on essaye d'avoir, c'est cette ondulation de la disponibilité d'azote, mais avec des creux, mais des creux pas trop profonds, sinon les rendements ne sont pas suffisants. Et donc, dans la phase de transition, effectivement, on n'a pas assez d'azote, même comme ça, et il faut apporter des fumiers, il faut apporter des fientes, enfin ce qu'on a sous la main, ça peut être du lisier ou d'autres choses. Et alors les biomax, pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore, ça doit être une minorité ici dans la salle, biomax, je pense que c'est Frédéric Thomas qui a inventé ce mot biomax, mais ce sont des agriculteurs brésiliens qui ont inventé le concept, ça c'est sûr. Mais le mot, je pense que c'est Frédéric Thomas, et ça veut dire maximum de biomasse, maximum de biodiversité. Plus il y a de biodiversité de plantes, plus il y a de biodiversité de bactéries. Et on voit ici des tournesols, du trèfle d'Alexandrie, un petit peu de lin, de la facélie, de la vesse, du pois. Il y a une moutarde que je n'ai pas semée, j'aime pas la moutarde, mais elle est venue quand même. Et là même, elle a déjà produit des gousses. C'est une des raisons pour lesquelles je ne la sème pas, c'est que le risque qu'elle produise des semences avant mi-octobre est important quand on la sème tôt, et donc elle devient une adventice. Donc voilà, il y a aussi une diversité de racines, hein, je vais aller assez vite là-dessus, et puis une diversité aussi en hauteur, avec des plantes qui montent haut comme les tournesols, et vous voyez que comme dans la forêt tropicale, il y a une liane qui pousse autour, c'est la vesse. Et, oui, c'est beau. Et voilà. Donc il y a une stratification, et puis on peut écraser ce biomax. Ici, c'est un biomax que j'ai semé il y a déjà pas mal d'années, début août, et c'était le Sahara, quoi. C'était une année de sécheresse. Le sol, dès qu'on grattait le sol, il y avait de la poussière, voilà. C'était épouvantable. Et j'ai hésité à semer ce mélange avec les radis chinois, les tiges qu'on voit, c'est les radis chinois, qui avaient certaines années, les années sèches et chaudes, le radis chinois monte en graines avant l'hiver, et donc après il meurt, là il n'y a pas de problème. Mais j'avais hésité à semer ce biomax, parce que ça coûte quand même. Et puis j'ai été voir sur des sites
des pages Facebook de groupes d'agriculteurs de conservation, et il y avait des avis divers et variés, puisque dans toute la France et la Belgique, c'était comme ça. Il y aurait des gens qui disaient non, moi je ne sème pas, c'est trop risqué, d'autres qui avaient envie de semer. Et puis il y a un conseiller très expérimenté qui a dit, moi, les seuls couverts que j'ai ratés sont ceux que je n'ai pas semés. Et je dis, ok, j'y vais. Ça m'a convaincu. Et je l'ai semé, et voilà le résultat, quoi. C'était un très beau couvert. Les radis, ils m'arrivaient là, quoi, hein, ce qu'on voit là. Et donc ça a fait un beau mulch, j'ai semé un épeautre. Voilà un autre exemple de biomax. Donc on voit bien que c'est biomax très dense, et ça aussi c'est une différence avec les sipans, les engrais verts traditionnels qu'on avait avant, c'est qu'on sème très dense, en moyenne il y a 80 kg hectares, 60 à 80 kg hectares. Donc le couvert lui-même étouffe les adventices ou empêche les adventices de germer. Et puis après, quand on l'écrase avec le rouleau FACA qu'on voit ici, et on sème en direct avec un semoir à l'arrière, le mulch persiste sur le sol quand même un certain temps et empêche les adventices de germer aussi. Donc on a un système ici en ABC très simple, on sème et on récolte, et on ne fait rien d'autre. Donc ça réduit le travail. Et on ne doit pas passer 3 fois pour fertiliser, passer 1 ou 2 ou 3 fois avec un herbicide, 1 ou 2 fois avec un fongicide, 1 fois avec un insecticide. On sème et on récolte. J'ai essayé de juste récolter, mais ça, je n'ai pas encore réussi. Voilà, mais c'est juste une illustration du potentiel du truc, que ce soit ça en ABC ou en ACS, ça a le même intérêt, quoi. Moi, je ne fertilise pas la culture, je fertilise le biomax, et c'est le biomax qui relâche les éléments nutritifs. Parce qu'une fois qu'on a un beau couvert, on a une belle culture. Mais j'utilise un Cambridge quand, après un biomax semé début août, fin juillet, début août, je mets par exemple une culture de printemps, je regarde la météo, et juste avant la période de gel, j'écrase au Cambridge. Oui, parce que là, le but, ce n'est pas de faire un beau mulch, mais c'est de rabattre la biomasse pour qu'elle soit accessible à la vie du sol. Sinon, les tiges se gèlent, elles dessèchent sur pied, et on n'aurait pas les vers, et les bactéries et les champignons. Donc le Cambridge là, est idéal pour faire ça. Exemple de rotation. Sont toujours des rotations simples, mais je propose que plus tard, vous présentiez vos propres rotations. Comme disait Damien, il dit oui, mais avec ma rotation, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous venez avec votre rotation pour voir comment on peut l'améliorer, tous ensemble. Donc voilà ici, semis de prairie temporaire, en septembre, hein, c'est un trèfle violet dactyle. Mi-avril, donc l'année d'après, il faut souvent faire un étêtage parce qu'il y a des adventices qui ont poussé et qui sont plus hautes que les plantes fourragères qu'on a semées. Donc on fait une coupe d'étêtage qu'on laisse tomber sur le sol. Mi-mai, première coupe, mi-juin, deuxième coupe, fin juillet, troisième coupe. Et ici, des choses que j'ai fait réellement, hein, je pâturais avec mes angus à l'arrière-saison. Et ça permet de prolonger la période de pâturage qui, normalement, sur les prairies permanentes, s'arrête mi-octobre. Mi-octobre, il n'y a plus grand-chose, ou fin octobre. La prolonger 2 mois, voire 2 mois et demi, grâce aux prairies temporaires qui continuent à pousser. Puis fin mars, on peut sortir les animaux plus tôt, s'ils sont à l'étable, pour faire un déprimage éventuel, donc un passage très rapide sur les prairies temporaires, toujours au fil électrique. Mi-mai, première coupe, mi-juin, deuxième coupe, fin juillet, troisième coupe. Début août, fraisage, donc on sacrifie la quatrième coupe pour la production fourragère, mais on nourrit le sol, donc ce n'est pas perdu. Éventuellement des hersages, mais avec une bonne fraise, un seul passage suffit. Et s'il pleut dessus, s'il pleut sur les plantes fraisées, éventuellement secouer un peu les mottes avec une herse. Puis mi-septembre, fertiliser, fissurer. Après prairie, je fissure toujours, et semis d'une céréale panifiable. C'est bien de mettre une panifiable là, puisqu'elle va avoir beaucoup d'azote. Peut-être pas tout de suite, c'est pour ça qu'on met une fertilisation organique, mais au printemps, le reste de l'année, elle sera bien nourrie. Et puis fin juillet, on récolte
céréales. Il n'y a pas d'adventice après prairie temporaire, pas de désherbage. Donc on sème, on récolte aussi, comme dans le cas du biomax, après prairie, on sème, on récolte. Et moisson de la céréale panifiable, paille broyée par exemple, si on n'a pas d'animaux ou si on n'a pas besoin de paille, parce que si les animaux passent l'hiver dehors, on n'a pas besoin de paille, ou très peu. Donc on peut broyer et on fait un fumier végétal, début ou fertilisation organique, fissuration, semis de biomax. Donc la paille plus les légumineuses du biomax, ça fait un fumier végétal. Ce sont les légumineuses qui apportent l'azote et la paille apporte le carbone. Et en mélangeant les deux, les vers de terre sont sûrs qu'ils mangent quelque chose de vegan. Une première variante, donc on est là dans mi-octobre, écrasement du biomax et semis d'un métail, c'est bon, c'est un exemple. Fin juillet, moisson du métail. Donc on a écrasé le biomax, si le biomax était beau, on a ce grand mulch, pas d'adventice, pas de désherbage. Fin juillet, moisson du métail. En août, éventuellement une déchaumeuse à disque ou une herse à cœur, c'est mieux, une herse à cœur qui scalpe. Mais si on n'en a pas, une déchaumeuse à disque, qui est un outil quand même assez courant dans les fermes, peut faire l'affaire, mais il ne faut pas descendre trop fort. C'est uniquement s'il y a des adventices, et des adventices gênantes. Des adventices en fin de cycle, une matricaire qui est en train déjà de mourir, qui a fait ses graines, éventuellement, ce n'est pas la peine, quoi. Puis, fissuration, semis de la prairie temporaire. Mi-avril, l'étêtage, on recommence, quoi. Voilà. Et on la démonte. Voilà. Variante 2, après le métail dont on vient de parler, on fissure le sol, on sème un biomax. Fin octobre, on met une févrole d'hiver. Puis début à mi-août, récolte de la févrole, fissuration, semis de biomax, écrasement du biomax au rouleau Cambridge début novembre, juste avant le gel. Et puis passage d'une herse avec cœur et semis du chanvre. Voilà, je me réfère toujours à cette rotation de 7 ans là, qu'on avait vue. Là, je mets des radis chinois dans ce mélange-là qui passe l'hiver parce que je suis sûr que je peux les détruire avec la herse munie de cœur. Alors, les scalpes, c'est fini, quoi. Mais donc, il y a des plantes. Et puis, il y a un peu d'adventice qui repousse aussi en automne sur les couverts. Et alors, je ne fissure jamais sans contrôler avec des coups de bêche pour voir si c'est nécessaire ou pas. Mais dans la période de transition, c'est souvent nécessaire de fissurer. Et je crois que dans tous les cas, il faut fissurer après prairie temporaire parce qu'on a trop roulé dessus et le sol est toujours tassé. Mais pour les autres choses, non. Là, il faut vérifier, même pendant la période de transition. Et une fois qu'on a assez de verre, c'est plus nécessaire de fissurer. Alors, on arrive aux outils, avec d'abord une liste pour l'ABC et puis en dessous ce qu'il faut en plus pour l'assiette. Pour le travail du sol, il faut soit un cadre où on peut mettre des herses à cœur et un fissurateur. Par exemple, un cadre Horch, un Terrano, avec des fines dents distantes de 25 cm. Ce sont des fines dents de 4 cm de large sur le Terrano, et maintenant Horch fait des dents de 2 cm, si je ne me trompe pas. Donc les deux conviennent. Il y a l'Actisol, on verra ces outils en photo pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Et on descend jusqu'à 25 cm avec ce fissurateur. En général, 20, c'est déjà pas mal. Sur ces cadres, on peut mettre des herses à cœur. Sur le cadre Terrano, Treffler fait des magnifiques herses à cœur aussi. Peut-être encore les meilleurs herses à cœur, c'est sans doute Treffler. Et à la limite, on peut les bricoler soi-même. Un cadre, c'est facile, il faut des dents. Ce n'est pas aussi sophistiqué que celle-là, mais voilà, on peut s'en sortir. Et là, on descend un maximum 3 cm. Donc en fait, ce que je préconise, c'est de ne jamais travailler à plus de 3 cm, dans la majorité des cas, sauf pour fissurer, mais là, on ne chamboule pas le sol.
Et sauf pour des cultures spéciales comme la pomme de terre, on est bien obligé. Et donc, l'alternative à la Airsacker, c'est le déchaumeur à disque. Donc, si vous en avez un, vous pouvez déjà commencer à réduire le travail du sol avec cet outil-là, quoi. Et qui est pas mal pour éliminer les adventices entre deux cultures, par exemple. Alors, autre outil pour le travail du sol, c'est la fraise. S'il y a des prairies temporaires, c'est l'outil indispensable pour démonter les prairies. J'avais essayé, il y a plus de 10 ans, différents outils, notamment des Airsacker, des herses rotatives, des fraises. Et finalement, c'est la fraise qui convient le mieux et de très loin. Les Airsacker font des chantiers pas possibles avec des lards et des trucs. Enfin, ça dépend évidemment de l'humidité du sol et du type de sol, mais ça ne va pas. Finalement, j'ai trouvé aussi une alternative qui est une herse rotative, un outil que je n'aime pas, mais qui a des dents en L. On fait ça maintenant. Au lieu d'avoir des dents droites, ils ont des dents en L, et alors elles peuvent travailler à 3 cm et scalper aussi. Ça, c'est pas cher. Ça travaille un peu moins bien que la fraise, mais c'est pas cher. Et on parlera des types de fraises plus tard, c'est pas n'importe quelle fraise. Alors, dans les semoirs, il y a, dans les semoirs typiques de l'agriculture de conservation, il y a des semoirs à disque et des semoirs à dents. On peut voir les avantages et les inconvénients des deux, et avoir 2, voire 3 trémies, mais 2 trémies en ABC, ça suffit. En ACS, on peut avoir une trémie pour l'engrais éventuellement, donc on peut avoir 3 trémies, ça peut avoir un avantage. Et en ACS, il faut aussi un pulvérisateur et un épandeur d'engrais. Voilà, je vais passer assez vite là-dessus. Il y a 5 familles d'outils de semi-direct, un monodisque, double disque, triple disque, et des semoirs à disque incliné, des semoirs à dents. Dès le départ, je trouvais que c'était mieux d'avoir un semoir à disque, donc je n'ai jamais travaillé qu'avec des disques, et je suis moins pertinent sur les dents. Mais enfin, les avantages et les inconvénients des deux peuvent être assez facilement décrits. Et j'ai mis en italique, vous voyez, les points faibles des deux, quoi. Donc, dans les semoirs à un disque, il y a une bonne capacité de pénétration, une maîtrise de la profondeur de semis, peu de pincement de paille, puisqu'il n'y a qu'un disque. Le coutre chasse les pailles, donc le coutre, c'est souvent un disque un peu ondulé, comme ça. Et bonne polyvalence de travail. À 2 disques, c'est quand même le système le plus répandu, je pense, que je sache. Bonne capacité de pénétration et maîtrise de la profondeur aussi. Bon travail dans les couverts végétaux. On peut passer sur des couverts végétaux en place, même des grands couverts. On sème dedans sans l'écraser. Et bon travail dans les couverts végétaux. Risque de pincement des pailles et faible bouleversement du sol. Mais le point faible, c'est ce faible pincement des pailles. Donc s'il y a des pailles dans l'arrêt de semis, la petite plantule peut germer et puis se dessécher parce qu'elle n'est pas en contact avec la terre. Et donc c'est l'ennui. Un semoir à dents, c'est bien aussi pour la pénétration, le positionnement, mais il y a un foisonnement important sur la ligne de semis et donc on favorise la germination d'adventices. Ce qu'on n'a pas avec les disques puisqu'on coupe. Et ça, c'est le principal problème. Ça facilite la minéralisation, c'est l'effet dont tu parlais tout à l'heure, Julien. Mais la levée d'adventices, c'est gênant, surtout en ABC. Risque de bourrage aussi s'il y a des débris végétaux, beaucoup de débris d'un maïs grain ou de couvert qui est là en place. Des couverts trop denses, mais ça passe mal. Le Sky, l'Isidril de Sky, je l'ai utilisé. Ça fonctionne très bien dans ces conditions-là, en fait. Sur un sol plat, après moisson, on n'a touché à rien. Mais si on a un peu perturbé la surface, ça fait de la tôle ondulée. Il y a des semences qui sont semées à différentes profondeurs, je crois. J'ai eu souvent des échecs en semant de la févrole, à assez grande profondeur. Elle n'était pas assez profondément semée. On pouvait faire tout ce qu'on voulait, ça n'allait pas, et puis elle germait mal, quoi.
Alors le weaving, on dit qu'il est assez difficile à régler. Alors il y a l'avatar, qui est aussi un bon semoir, je pense, mais sans doute un des plus chers. Donc on était là, les semoirs à disque, c'est un point important, évidemment, c'est un gros investissement bien raisonné. Autres outils idéaux pour la gestion des couverts, le rouleau FACA. Maintenant, il y a le Rollensem aussi que je vous présenterai en image. J'ai eu la chance, il y a quelques semaines, d'aller dans l'usine du Rollensem. Je rêvais à ça depuis des années. Alors, oui, les herses avec cœur qu'on a déjà mentionné pour gérer les adventices, mais on peut scalper aussi les biomax avec ça, surtout quand ils ont gelé. Un gyrobroyeur, parfois utile quand on veut, en ABC en tout cas, que la masse de biomax n'est pas suffisante, on ne peut pas la rouler avec un rouleau FACA, ça ne ferait pas un mulch, on la gyrobroie. La herse rotative en ABC est indispensable, je pense, malgré tout, mais elle existe dans toutes les fermes, je pense. C'est simplement pour arracher les rhizomes du trèfle blanc quand on sème dans le trèfle blanc, donc c'est pour la gestion des couverts permanents. Rouleau cross-killet ou Cambridge, voilà, on l'a. Épandeur à fumier. Et pour le désherbage de la culture, toujours en ABC, il y a la rotoétrie, qui est quand même un outil plus sophistiqué, plus efficace que la vieille hersétrie, qui date des années 1970, la hersétrie, quelque chose comme ça. La rotoétrie, c'est plus récent et elle peut travailler dans une plus large gamme de situations, parce que la hersétrie, elle ne peut fonctionner que sur un sol qui n'est pas collant, donc assez sec, sur des adventices au stade cotylédon ou une feuille. Ça sont les conditions idéales. Donc on dépasse très vite le stade idéal, d'autant qu'à ce moment-là, quand on est au stade idéal de l'adventice, le sol est souvent mouillé en automne, et donc on ne peut pas faire passer la hersétrie. La rotoétrie, elle peut aller chercher même des gaillets gratterons dans une céréale haute comme ça. Elle va arracher les longs fils de gaillets gratterons et les avoir pratiquement tous, quoi. Elle arrache quelques feuilles aussi, mais ça repousse et ça n'a pas d'impact sur le rendement. Donc c'est un bon outil si on a des adventices dans ces cultures, parce qu'en ABC, on peut ne pas avoir d'adventices dans ces cultures. Je vous l'ai dit, bon, dans une ferme que j'ai gérée, j'ai dû désherber 5% des parcelles et on avait une rotoétrie. Et alors, il y a toutes les sarcleuses, à dents, à doigts, à peigne, à lame pour les cultures sarclées, planteuses et buteuses en culture de pommes de terre. Voilà. Ça, c'est quand on a des cultures sarclées et des pommes de terre. Pour les travaux superficiels entre deux cultures, ben voilà un cadre Terrano FX avec des herses à ailettes, à cœur ou à pas de doigt, comme on les appelle, avec une pointe qui pénètre un peu dans le sol. Enfin, ça reste raisonnable, je trouve. Et le scalpeur de précision trèfle qui est très bien, avec un peigne à l'arrière, ça c'est chouette pour faire tomber la terre des racines. Il y a beaucoup d'outils en conventionnel qui ont un rouleau à l'arrière, et ça ne fonctionne pas en ABC, quoi, parce que ça, même en ACS, parce qu'on réappuie les plantes qu'on vient de déterrer, et on fait tout pour qu'elles reprennent, quoi. Et le FG, par contre, n'a pas de rouleau et a des peignes. Et ça, c'est beaucoup plus adapté. En fait, il faudrait avoir les deux, les FX et les FG, mais enfin, ce sont des outils qui coûtent assez cher. À choisir, il vaut peut-être mieux acheter le FG. Voilà les dents de trèfle. Des chômeurs à disque, hein, bon, voilà. Voilà, ça c'est un FX bricolé, avec des dents, ici sont des dents droites, mais évidemment on peut aussi y mettre des pas de doigts, et les rangées de peignes à l'arrière qui secouent les plantes, et ça peut être utile en ABC. Pour extirper les rhizomes de chien-dent, avoir des dents incurvées comme ça les ramène
en surface. Le chien-dent ne fait pas de rhizome à plus de 7 cm de profondeur, donc il ne faut pas aller très, très profondément. Et on les extirpe. On peut les faire sécher en surface, on peut les endéner. Les anciens mettaient le feu une fois qu'ils étaient en andème. Enfin, ça, c'est une technique un peu barbare. Voilà les rhizomes. On a aussi parfois des agrostis géants qui font aussi des rhizomes. C'est plus rare que le chien-dent, mais c'est un peu le même genre de plante. Alors, il y a un nouvel outil, le Kvikfin. Mais de nouveau, il faut s'arranger pour ne pas avoir de chien-dent, notamment avec les prairies temporaires. Mais sinon, ça, c'est un outil de rattrapage scandinave avec des scalpeuses. On les voit ici. Donc, on a des cœurs à l'avant et puis des cuillères qui tournent très vite à l'arrière et qui prennent les rhizomes et qui les envoient en l'air. Donc, c'est ce qu'on voit là en bas à droite. Alors, je voulais bien faire la distinction entre fissuration, décompaction et sous-solaire, parce que je trouve qu'on confond souvent ces termes, alors que ce sont des techniques totalement différentes et qui ont un impact sur la vie du sol totalement différent. Et voilà la fissuration, et voilà la figure que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc ça, ce sont les fines dents de Horch à 4 cm et qui passent ici. Donc j'ai mis en brun clair le sol qui est légèrement affecté par le fissurateur et en brun orangé le sol qui est vraiment intact. Et où il n'y a aucun effet sur les vers de terre ni sur les champignons. Les bactéries, elles s'en fichent un peu. Et donc voilà, la dent passe ici et ce volume-là vibre un peu, quoi. Et ça permet d'avoir une meilleure pénétration des racines des jeunes plantules. C'est juste ça. Et si vous mettez des dents, non pas de 4 cm, mais de 8 cm, ça fait le même travail qu'une fraise. Ça foisonne, c'est terrible. Mais 4 cm en roulant raisonnablement vite, ça va. On ne voit pas le travail quand c'est fait en surface. Sinon, un outil très connu en bio, c'est l'Actisol, mais on peut l'utiliser aussi en ACS, bien sûr. L'Actisol, qui fissure aussi avec ses dents penchées. Mais alors, il y a un travail un peu plus énergétique derrière ce fissurateur. Donc, c'est une sorte de petite fraise, mais qui ne travaille pas très profondément. Mais ça reste un bon outil quand même, et on peut enlever l'élément jaune là, pour ne faire qu'une fissuration. C'est français, Actisol. Alors, la dent Michel, ça, c'est pas du tout un fissurateur, c'est un décompacteur, et un décompacteur violent. J'aime pas du tout cet outil-là. C'est pour ça que je l'ai barré. Il soulève le sol, il le perturbe profondément, il y a un versoir, enfin bref. Le cultivateur de Lemken qui a que des grosses dents. Je n'ai jamais vu dans les catalogues des fines dents de Lemken, c'est toujours des grosses. Et vous voyez le foisonnement, là, c'est vraiment comme une fraise, c'est presque comme un labour. Alors si en plus il y a des ailettes, là, c'est le massacre. Il y a des outils pour fissuration de prairies chez Actisol. Ça, c'est un grand débat, faut-il ou non fissurer les prairies permanentes, qui sont souvent tassées aussi. Ce qui fait que le trèfle blanc n'a pas de bonnes conditions pour fixer de l'azote. Les vers de terre se développent peu. Bon. Mais dans les essais, il y a des essais où il n'y a pas d'effet sur le rendement quand on fissure et des essais où il y a un effet bénéfique. Et alors, il y a la sous-soleuse. Donc, ce qu'on a vu là, les outils de Lemken et la dent Michel, ce sont des décompacteurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. C'est trop agressif. Et alors, il y a le sous-solage qui va beaucoup plus profondément, typiquement 60-80 cm de profondeur. Là, on est sous la semelle de labour. Et ça sert à ça, en fait, c'est casser la semelle de labour. Ou pour planter des arbres, là, c'est pas mal. Il peut y avoir une dent, 2 dents ou 3 dents. Plus il y a de dents, évidemment, plus il faut de puissance. Mais faire un rang d'une dent pour planter des arbres en agroforesterie, ça facilite évidemment la croissance des arbres
et la reprise des arbres. Je pense que dans la majorité des cas, on n'a pas besoin de sous-soleuse quand on passe du conventionnel à du non-labour, parce que les vers de terre font le boulot. En 2-3 ans, ils font le boulot. Ils trouent la semelle de labour. Et le sous-solage nécessite beaucoup d'énergie aussi et perturbe toute la structure du sol. Je l'ai utilisé une fois en Flandre, paradoxalement sur des sables, mais dans une zone très humide, à l'ouest de Gand, où les gens faisaient du maïs sur maïs avant. La structure était complètement détruite et toutes les parcelles étaient noyées tous les hivers. Donc, ça ne même plus faire du blé d'hiver parce que c'était des baignoires, quoi. Chaque parcelle était une baignoire avec les parois verticales de l'extrémité de la parcelle et le fond imperméable. Donc aucun ver de terre là-dedans, parce qu'aucun ver de terre ne résiste à une noyade de plusieurs mois par an. Et donc on ne pouvait pas compter sur les vers de terre. Et là, on a tout sous-solé. Ça a coûté assez cher. On l'a fait qu'une fois. Et après, c'était réglé. Et alors, bon, les rouleaux FACA, on en a vu un en action tout à l'heure. Hein. Ce sont simplement des rouleaux qui ne sont pas coupants, mais qui écrasent et qui étirent les tiges, en fait. Hein. Donc le but, c'est de commencer à tuer la plante. Et ça ne fonctionne que sur des plantes qui commencent à fleurir. Ça ne marche pas sur une céréale ou un raigra au stade feuille. Donc ça fonctionne sur des annuels qui sont sur le point de fleurir, en fait. Et une plante qui commence à fleurir, elle envoie, c'est une plante annuelle, elle envoie toute l'énergie de la plante, des racines, de la base des tiges, vers la fleur. Et nous, à ce moment-là, c'est pas gentil pour elle, mais on écrase les tiges, on les étend. Hein, et ça ne tue pas la plante tout de suite, mais elle mobilise les réserves qui lui restent pour essayer de cicatriser et ça la tue. Et quand ça ne la tue pas complètement, c'est le gel qui achève le travail parce que ce sont des plantes gélives aussi. Donc voilà à quoi sert un rouleau FACA. Et l'idée, c'est de ne pas couper, les plantes restent enracinées, ce qui fait que quand on passe avec le semoir de semi-direct dedans, ça n'enlève pas, ça ne traîne pas la biomasse aussi. Et donc le nouvel outil de la marque Rollensem, en fait Rollensem c'est la marque, et il y a deux types d'outils, il y a des rouleaux qui ressemblent un peu à des rouleaux FACA, mais en plus petits, qui font à peu près le même travail. Et puis surtout, l'innovation, c'est ça, c'est l'Orbis, qui est constitué de 2 rangées de disques qui sont décalés, donc qui ne sont pas à angle droit, mais quasi. Et donc, qui triturent aussi la végétation. Et ça fait un effet Roundup, quoi. Ou en tout cas de désherbage total, même sur des vivants. Par exemple, un raigra, il est calmé, il va reprendre après, mais il disparaît. C'est uniquement à la surface du sol. Et ça, c'est le gros avantage, c'est que ça ne stimule pas les germinations après. En fait, l'outil a été inventé parce qu'il a été fait en collaboration entre un agriculteur et un mécanicien, quelqu'un qui sait travailler et développer des outils. Et l'agriculteur avait vu quand il tournait avec son rouleau sur une végétation en place, ça avait beaucoup plus d'effet que quand il roulait tout droit. Et c'est cet effet-là qu'ils ont imité dans l'Orbis, qui fait le même effet qu'un rouleau qui roule de travers, en fait. Il roule parfaitement droit, mais comme les disques sont désaxés, il y a cet effet de lacération de la matière organique qui est plus fort qu'avec un rouleau FACA. Et ça calme des végétations qui ne sont pas nécessairement en floraison. Donc c'est plus efficace que le rouleau FACA. C'est très utilisé dans les vignes. C'est encore un peu cher parce que c'est la première année de commercialisation. Jusqu'à maintenant, c'était un prototype. Et donc forcément, un prototype, c'est plus cher. Et il a été, depuis quelques années déjà, utilisé dans des vignes pour détruire les engrais verts semés entre les rangs de vignes. Mais par exemple,
l'herbe de graminées vivaces entre les rangs de vignes est calmée aussi, quoi. Ça ne marche pas bien sur les 3 légumineuses, trèfle blanc, trèfle violet et luzerne. Mais donc ce sont les limitations. J'espérais beaucoup que ça puisse calmer le trèfle blanc dans le cadre des couverts permanents, mais comme j'ai été là-bas, j'ai discuté avec tout le monde et ils m'ont dit non, ça ne marche pas sur le trèfle blanc. Mais ça marche sur presque tout le reste. Et ça calme même les rumex, ils ne meurent pas, mais ça le calme pour une semaine ou 2 ou 3. Voilà des vues plus rapprochées du rouleau. Alors on pourrait mettre cet outil ici à l'avant du tracteur et celui-là à l'arrière, mais il m'a dit que très peu de gens font ça parce qu'en fait, chaque outil est très efficace et ils n'ont pas besoin de conjuguer les deux. Mais sont efficaces pour des usages différents. Donc l'outil de droite, le roll comme il l'appelle, ça fonctionne un peu comme un rouleau FACA, tandis qu'ici, ça fonctionne dans une gamme de situations beaucoup plus large. Alors les gyrobroyeurs, je l'ai dit, quand on a baissé, en tout cas, parce que en ACS, on peut semer directement là-dedans ou on peut détruire avec un herbicide, mais quand il n'y a pas beaucoup de biomasse, on en reparlera dans le chapitre des engrais verts et des biomax, il vaut mieux gyrobroyer que écraser. Parce que si on n'a pas beaucoup de biomasse, on n'a pas de mulch et ça n'a pas de sens de faire un mulch. Et du coup, on peut utiliser un semoir autre qu'un semoir à semi-direct. Démontage des prairies, là aussi on en reparlera en détail dans le chapitre sur les prairies temporaires, mais voilà ici une mauvaise fraise pour cet usage-là, mais c'est la fraise qu'on trouve chez des maraîchers ou quoi. C'est une mauvaise fraise parce qu'elle a un rouleau à l'arrière qui réappuie les plantes. Elle a une plaque qui ne se relève pas. Et donc, quand on fraise une prairie temporaire, ici, c'est une prairie temporaire en pleine période de sécheresse. On l'a fraisée, ça a fonctionné. Hein. Mais donc, on descend à 3 cm, ça ne demande pas trop d'énergie. Et les plantes coupées juste sous le collet ou le plateau de talage des graminées tournent et les mélangent à la terre, repartent vers le tracteur, finissent par s'échapper et réappuyer après. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Mais dans ces cas-là, on devait encore passer avec une herse 1 ou 2 fois après pour sécher. Mais dans ce cas spécifique, la sécheresse était telle que même avec cette mauvaise fraise, on a détruit la prairie en un seul passage. Donc c'est quand même utilisable. Je l'ai utilisé pendant des années et ça allait. Donc voilà une autre fraise Kuhn. Hein. Kuhn est un leader des fraises en Europe. Et alors il y a la fraise Celli, qui elle est une bonne fraise. Elle n'a pas de rouleau à l'arrière. Vous voyez, le rouleau sert aussi à régler la hauteur. Hein, et il suit la surface du sol. Ici, ce sont les 4 roues qui supportent l'engin. Donc, on peut supprimer le rouleau. Et la plaque arrière, qu'on ne voit pas bien ici, peut être complètement relevée. Et donc, la matière organique peut être éjectée avec violence vers l'arrière. Et alors les fraises, là on ne l'a pas vu sur les photos, mais les fraises ordinaires ont des dents légèrement incurvées, ce qui fait que quand on fraise, on a une tôle ondulée, quoi. Et il y a des plantes qui sont coupées trop bas, des plantes qui sont coupées trop haut. Et donc on peut avoir des reprises à cause de ça. Et ici, vous voyez que les dents des fraises sont pliées à angle droit, format L, et se recouvrent bien entendu. Et ça, ce sont tous les critères d'une bonne fraise. Celli, ce n'est pas un outil facile à trouver en Belgique, mais à force d'en parler, je pense que c'est dû à ça. Kuhn vient de développer une fraise qui répond à ces critères. Vous voyez, elle a des roues et pas de rouleau, le capot peut se relever et les dents sont pliées à angle droit. Et Kuhn est représenté partout. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile d'en acheter. Je n'ai pas comparé les prix, mais ça reste raisonnable par rapport à d'autres outils, mais c'est un outil qu'on n'utilise que pour démonter les prairies temporaires, donc c'est vraiment intelligent de l'acheter à plusieurs. Alors revenons au désherbage, ben voilà la hercétrie, hein, la bonne vieille hercétrie qui a au moins 40 ou 50 ans d'âge, mais les modèles sont quand même plus sophistiqués qu'il y a 40 ou 50 ans. Il y a plus de facilité de réglage de ces hercétries.
Mais on a parlé de ces limitations tout à l'heure. Et alors voilà la rotoétrie, qui est une hercétrie qui tourne, qui est constituée de soleils à bras un peu souples, et qui peuvent passer dans une végétation, même, ça j'ai jamais essayé, mais entre des haricots, du soja, on voit des vidéos où ça fonctionne bien, dans une céréale déjà assez bien développée. Ça arrache des feuilles, mais elle reprend. Et ça va chercher des toutes petites plantules jusque des plus longues, comme le gaillet gratteron. Voilà, vu du dessus, et il y a de bonnes possibilités de réglage aussi. Et la vitesse d'action est aussi très importante. C'est plutôt pour la bio, hein, cet outil-là. Alors la herse à paille, qui a été développée au Canada, qui n'est pas très connue chez nous, mais certains outils sont munis de quelque chose qui ressemble à ça, permet de secouer des mottes d'adventice et faire tomber la terre qui adhère aux racines pour qu'elles ne reprennent pas à la prochaine pluie. Ce n'est pas un outil très coûteux et on peut, me semble-t-il, le faire assez facilement soi-même. Voilà un autre modèle. Oui, le Terrano de Horsch en est muni. On a vu aussi le trèfle tout à l'heure qui en était muni aussi. Voilà. Et alors, pour terminer, la cure de rumex, qui est le problème aussi en bio, mais même en conventionnel. Mais quand même des herbicides qui fonctionnent bien sur les rumex. Et donc, ça a été développé par le FIBL. Le FIBL, c'est le grand centre de recherche sur la bio en Europe. Le plus grand, il y en a d'autres en Angleterre et ailleurs. Mais le FIBL a des succursales maintenant, ils sont basés en Suisse, hein, ils ont des succursales en Autriche, en Allemagne. Ils sont représentés à Bruxelles à la Commission européenne. Donc, c'est un très gros institut de recherche qui fait beaucoup de travaux, même sur la vie du sol, qui est intéressante pour la CS aussi. Et donc, ils ont développé cette méthode mécanique de destruction des rumex. Donc, le rumex, il a cette grosse racine ramifiée et pivotante, et qui a la caractéristique que quand vous la coupez en morceaux, vous refaites chaque fois un petit rumex, quoi. Un tout petit fragment d'1 centimètre refait un rumex. Donc il ne faut pas s'attaquer au rumex avec une fraise ni avec une herse rotative, parce que là, on le multiplie. Donc, une autre caractéristique, c'est quand on le coupe à plus de 7 cm de profondeur, les racines qui restent dans le sol à cette profondeur-là n'ont plus la capacité de refaire un rumex. Si on la coupe plus haut, à 3 cm, ils repoussent. Okay. Donc ici, par sécurité, le FIBL recommande de les couper avec une herse à cœur à 12 cm, puis de sortir la racine de rumex avec une herse vibrante ou pas, en tout cas recourbée pour les ressortir, et puis d'éliminer les rumex. Et on peut, ces racines qui sont sur le sol, on peut les passer à la herse rotative pour les faire exploser et les faire sécher, mais il ne faut pas les réincorporer dans le sol. Alors ils ont un outil pour ça, et ça se fait de préférence en été aussi. Et voilà l'outil qui scalpe. Et puis ici, ce n'est pas vibro, mais ce sont des dents qui remontent les rumex progressivement. Par contre, ça, je ne vois pas. Je trouve que ça risque de réincorporer les racines de rumex dans le sol, mais c'est l'image qu'ils fournissent sur leur site. Donc il y a des possibilités, on appelle ça la cure du rumex, parce que ça se fait quand il y en a beaucoup et qu'on ne s'en sort plus. Donc c'est sûrement pas une solution parfaite, mais en tout cas c'est une solution qui permet d'éliminer l'essentiel des rumex. C'est comme quand on arrache les rhizomes de chien-dent, on n'a jamais 100% des rhizomes ni des racines. Si on arrive à 80-90% d'élimination des rumex et des racines, c'est pas mal déjà. Voilà ce que je voulais vous dire sur les adventices.